Lâchez l'arme. Mettez les mains là où je peux les voir. Quelle arme? C'est ma canne, je suis aveugle. Ne jouez pas avec moi. Je reconnais un gourdin quand j'en vois un. Monsieur, j'ai une canne blanche, je suis malvoyant. Bien sûr. Et je suis censé croire ça. À 14h15, lors d'un lumineux jeudi après-midi, à Phoenix, en Arizona, l'agent Derek Collins a procédé à ce qui deviendrait plus tard l'arrestation la plus humiliante de ses 8 années de carrière dans les forces de l'ordre. L'homme sur lequel il a braqué son arme ne tenait ni une matraque ni une batte. Il tenait une canne blanche de mobilité, le type de canne que les personnes aveugles et malvoyantes utilisent pour se déplacer en sécurité dans le monde. Marcus Thompson, un ingénieur logiciel français noir de 34 ans, aveugle de naissance, n'avait aucune idée que sa marche habituelle jusqu'à son café préféré, à 3 pâtés de maison de son appartement, était sur le point de devenir une sensation virale qui coûterait à un policier son badge et déclencherait une conversation nationale sur les droits des personnes handicapées et la formation policière. L'enregistrement de la caméra piéton capturerait plus tard l'intégralité de cette confrontation de 8 minutes dans un détail douloureux. Chaque supposition biaisée, chaque incapacité à reconnaître un équipement de handicap évident, chaque moment d'escalade qui aurait pu être évité avec un minimum de décence et de bon sens. Avant d'entrer dans cette histoire incroyable, pouvez-vous me rendre un service? Appuyez tout de suite sur le bouton d'abonnement et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Cette histoire va vous sidérer et vous ne voulez surtout pas manquer ce qui se passe ensuite. Mais Marcus Thompson n'était pas juste un autre ingénieur logiciel. C'était un développeur senior dans une grande entreprise tech, un coureur de marathon et un défenseur des droits des personnes handicapées. Il circulait seul dans Phoenix depuis plus de 15 ans grâce à sa canne blanche et à son chien guide, Bailey, qui était chez le toiletteur cet après-midi-là. Marcus était né avec une amorose congénitale de Leber, une maladie génétique causant une perte sévère de vision dès la naissance. Il n'avait jamais vu la lumière, jamais vu la couleur, jamais vu de visage, mais il avait construit une carrière réussie, conservé une vie sociale active et vivait de manière totalement indépendante dans le centre-ville de Phoenix. Sa canne blanche était une aide à la mobilité standard, aide du type que l'on peut acheter auprès de la National Federation of the Blind. Elle était blanche, avec un ruban réfléchissant rouge, exactement comme le prévoient les normes fédérales pour les dispositifs de mobilité. Elle mesurait environ 1,20 m, était légère et conçue pour se plier afin d'être facilement rangée. Toute personne ayant une connaissance minimale des aides au handicap l'aurait reconnue immédiatement. L'agent Derek Collins patrouillait dans le centre-ville cet après-midi-là dans le cadre de ce que le département appelait la police de proximité. Collins était un policier blanc d'une 30aine d'années qui avait rejoint le Phoenix Police Department dès sa sortie d'université. Son dossier personnel révélerait plus tard un schéma inquiétant de plaintes, surtout de la part de résidents issus de minorités, hommes et rien qui n'ait entraîné de sanctions sérieuses. Ce jour-là, Collins roulait sur Central Avenue lorsqu'il aperçut Marcus marchant vers le nord sur le trottoir. Selon le témoignage ultérieur de Collins, ce qui avait attiré son attention était un homme français noir, portant ce qui semblait être une arme dans une zone à forte criminalité. Le secteur n'était pas une zone à forte criminalité. C'était le centre-ville de Phoenix, rempli d'immeubles de bureaux, de restaurants et de cafés. Mais dans l'esprit de Collins, tout quartier où se trouvaient des piétons français noirs était potentiellement dangereux. Collins gara sa voiture de patrouille sur le bord du trottoir et en sortit. Il dégagea immédiatement son arme de service sans évaluer la situation, sans observer le comportement de Marcus, et sans remarquer les signes évidents que Marcus était malvoyant. Marcus avançait lentement et avec méthode, balayant le sol avec sa canne dans le mouvement latéral typique que les piétons aveugles utilisent pour détecter les obstacles. Sa tête était légèrement inclinée, attentive aux repères sonores de la circulation et des passants. Il portait des lunettes de soleil et se déplaçait avec la précision prudente de quelqu'un qui navigue entièrement grâce au son et au toucher.
Tout cela était des indicateurs évidents que Marcus était aveugle et utilisait une aide à la mobilité. Collins n'en vit rien. « Lâchez l'arme, les mains en évidence !» cria Collins depuis l'autre côté de la rue. Marcus s'arrêta immédiatement, confus et effrayé. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait ni de qui criait. « Quelle arme ? C'est ma canne de marche. »« Ah, je suis aveugle !» répondit Marcus, la voix calme mais inquiète. Collins traversa la rue, son arme toujours sortie, toujours convaincu qu'il avait affaire à un suspect armé. « Ne jouez pas avec moi, je sais reconnaître une matraque quand j'en vois une », dit Collins d'une voix agressive et incrédule. Marcus leva sa canne blanche, l'orientant de manière à rendre visible le ruban réfléchissant rouge. « Monsieur, j'ai une canne blanche, je suis malvoyant. »« Ah oui ? Et je suis censé croire ça ? Bien essayé, » répondit Collins. Cet échange fut capturé avec une clarté parfaite par la caméra piéton de Collins. Le son enregistrait chaque mot, chaque inflexion, chaque moment où Collins refusait d'accepter une réalité pourtant évidente. Petite question pour ceux qui regardent. Avez-vous déjà été témoin de discrimination envers quelqu'un à cause d'un handicap ? Dites-moi dans les commentaires. Ce qui se passa ensuite fut une démonstration magistrale de la façon dont les biais implicites et le racisme peuvent aveugler quelqu'un face à des faits élémentaires. Collins était si convaincu qu'il avait affaire à un homme français noir dangereux qu'il était incapable de traiter les preuves sous ses yeux. « Monsieur, » dit Marcus, toujours patient malgré la peur croissante, « c'est une canne blanche, standard, utilisée par les personnes aveugles et malvoyantes. Vous pouvez voir le ruban réfléchissant. C'est une aide à la mobilité, pas une arme. » Collins s'approcha davantage, son arme toujours pointée. « Tournez-vous et mettez les mains contre le mur. »« Officier, j'ai besoin de tenir ma canne pour garder mon équilibre. Je ne peux pas me déplacer en sécurité sans elle. » J'ai dit « Tournez-vous ». Marcus obéit et se tourna vers la vitrine d'un commerce. Il garda une main sur sa canne pour rester stable, ce qui ne fit qu'accroître encore la suspicion de Collins. « Lâchez l'arme maintenant !» cria Collins. « Ce n'est pas une arme, c'est ma canne. Si je la lâche, je ne pourrai pas me déplacer en sécurité. » À ce moment-là, des piétons s'étaient arrêtés pour observer la confrontation. Plusieurs avaient déjà sorti leur téléphone pour enregistrer. Les images de la caméra piéton montreraient plus tard au moins 6 témoins en train de regarder avec une confusion et une inquiétude évidentes. On entend une femme dire « C'est la canne d'un homme aveugle. Qu'est-ce qu'il fait ?» Un autre passant lance « Officier, il est aveugle. C'est une canne de marche. » Collins les ignora tous. Dans son esprit, la foule était probablement composée de complices ou de membres de gangs, essayant d'aider un suspect à s'échapper. « Je vais vous fouiller pour vérifier si vous portez des armes », annonça Collins. « Vous pouvez me fouiller, mais s'il vous plaît, ne prenez pas ma canne. J'en ai besoin pour marcher en sécurité. » Collins commença à palper Marcus, trouvant exactement ce qu'on s'attend à trouver sur un ingénieur logiciel, allant chercher un café, un portefeuille, des clés et un smartphone avec des fonctions d'accessibilité activées. Pendant qu'il le fouillait, Collins examina la canne blanche de plus près. Elle portait clairement les informations du fabricant. Elle avait le ruban réfléchissant rouge standard. Elle était légère, conçue pour l'assistance à la mobilité, pas comme une arme. Toute personne raisonnable aurait immédiatement reconnu son erreur et présenté des excuses. Collins n'était pas raisonnable. « Ça pourrait quand même être utilisé comme arme », déclara Collins, apparemment incapable d'admettre son erreur. « Officier, c'est une canne de mobilité. Elle est en aluminium léger. Elle est conçue pour se plier. Elle ne peut pas être utilisée efficacement comme arme. Et moi, je suis un homme aveugle qui en a besoin pour marcher. » À ce stade, une petite foule s'était rassemblée. Les témoins se faisaient de plus en plus entendre pour protester contre ce qu'ils voyaient. « Laissez-le tranquille, il est aveugle !» cria un homme. « C'est du harcèlement !» lança une femme. Le visage de Brennan commençait à rougir maintenant. Et sa voix devenait encore plus défensive. Collins, lui, commençait à s'agiter sous la réaction de la foule. Au lieu de réévaluer la situation, il semblait encore plus déterminé à justifier ses actes. « Monsieur,
Quel était votre nom et où allez-vous » exigea Collins. « Je m'appelle Marcus Thompson. J'habite au 1247 North Central Avenue, appartement 4B. J'allais à Copper Star Coffee sur 3rd Street. J'y vais tous les jeudis à 14h30. Le personnel me connaît. » Cela aurait été très facile à vérifier. Un simple appel radio au café aurait suffi à confirmer l'identité et la routine de Marcus. Collins ne passa pas cet appel. À la place, il demanda une pièce d'identité à Marcus. Marcus porta lentement la main à son portefeuille, décrivant chacun de ses gestes pour ne pas alarmer Collins. « Je prends mon portefeuille dans ma poche arrière droite. » Marcus lui remit son permis de conduire, qui indiquait clairement son statut de personne malvoyante. En Arizona, les permis des personnes malvoyantes portent des codes et restrictions spécifiques. Collins regarda le permis et vit la mention liée au handicap visuel. Cela aurait dû mettre fin immédiatement à l'intervention. Au lieu de cela, Collins remit même en cause l'authenticité du permis. « Comment puis-je savoir que c'est vrai ?» demanda Collins. « Officier, vous pouvez le faire vérifier dans votre système. Mon numéro de permis est B12345679. J'habite à la même adresse depuis 6 ans. Je travaille chez TechCorp, au centre-ville. Je peux vous donner leur numéro pour confirmer mon emploi. » L'offre de vérifier les informations aurait dû rassurer Collins. Au lieu de cela, elle sembla le rendre encore plus suspicieux. « Pourquoi êtes-vous si pressé de me donner des informations ? La plupart des gens ne coopèrent pas autant. » Marcus était piégé dans une situation impossible. Sa coopération était interprétée comme quelque chose de suspect. Son calme devenait, dans l'esprit du policier, une preuve de tromperie. « Officier, j'essaie d'être utile parce que je veux que cette situation se termine paisiblement. Je suis un citoyen respectueux de la loi qui va simplement acheter un café. Je n'ai aucun casier judiciaire, aucun mandat, aucune raison de causer le moindre problème. » Pensez-vous que Marcus gérait correctement cette situation ? Dites-moi ce que vous en pensez. Collins fit vérifier l'identité de Marcus par radio et attendit le retour informatique. Pendant l'attente, il continua à l'interroger. « Alors vous me dites que vous allez à ce café chaque semaine ?»« Oui, tous les jeudis vers 14h30. Ça fait 3 ans. Le personnel connaît ma commande. Grand café noir, sans crème, sans sucre. »« Et vous vivez seul ?» ?»« Oui, je vis de manière autonome. J'utilise un lecteur d'écran pour travailler, la navigation audio pour me déplacer et des technologies adaptées pour la vie quotidienne. Être aveugle ne veut pas dire être incapable. » Le retour informatique tomba. Dossier vierge. Marcus n'avait aucun antécédent criminel, aucun mandat en cours, aucune infraction routière. Son permis était valide, son adresse à jour et ses informations professionnelles vérifiées. Collins se retrouvait maintenant face à un moment de vérité. Il pouvait reconnaître son erreur, présenter des excuses et laisser Marcus poursuivre jusqu'au café. Ou il pouvait s'enfoncer encore davantage dans son hypothèse de départ. Il choisit de s'enfoncer. « Toute cette histoire ne me plaît toujours pas, » dit Collins. « Qu'est-ce qui ne vous plaît pas ?» demanda Marcus. « Je suis un homme aveugle avec une canne blanche, en train d'aller à un café où je me rends régulièrement. Qu'y a-t-il de suspect là-dedans ?» Collins était incapable d'exprimer clairement ce qui le dérangeait, parce que la vraie réponse était le biais racial. Il voyait un homme français noir et supposait une dangerosité. Tout le reste n'était que rationalisation. « Je pense que vous êtes évasif, » dit Collins. « En quoi suis-je évasif ? J'ai répondu à toutes vos questions, fourni mon identité, proposé de vérifier mes informations et expliqué exactement où j'allais et pourquoi. Que voulez-vous de plus ? » La foule de témoins s'agrandissait. Quelqu'un avait appelé une chaîne d'information locale. Un journaliste était en route. Des publications sur les réseaux sociaux commençaient déjà à circuler. Collins remarqua la foule et se crispa encore plus. « Tout le monde, circulez, c'est une affaire de police. » Mais personne ne circulait. Les gens étaient en train d'assister à ce qui ressemblait clairement à du harcèlement contre un homme handicapé. Et ils n'étaient bien pas à l'aise à l'idée de simplement tourner les talons. Une femme âgée s'approcha de Collins. « Officier,
Je vois ce jeune homme faire ce trajet chaque semaine depuis des années. Il est aveugle. Il va simplement au café. »« Madame, reculez, » répondit Collins. « J'essaie de vous faire comprendre que vous êtes en train de commettre une erreur, » insista la femme. Collins était désormais face à une situation qui lui échappait. Plus la confrontation durait, plus il devenait évident qu'il avait commis une grave erreur de jugement. Finalement, Marcus formula une suggestion qui aurait dû tout résoudre. « Officier, pourquoi ne marcherions-nous pas ensemble jusqu'à Copper Star Coffee? Le personnel pourra confirmer mon identité et ma routine. Cela dissipera toute confusion. » C'était une suggestion raisonnable. Le café était à 2 pâtés de maison. La marche aurait pris 5 minutes. Le personnel aurait pu confirmer immédiatement l'histoire de Marcus. Collins refusa. « Je ne vais nulle part avec vous. » Puis-je alors continuer jusqu'au café? J'ai fourni mon identité, y répondu à toutes vos questions et accepté une fouille. Je n'ai commis aucun crime et vous n'avez trouvé aucun élément montrant le contraire. Collins était piégé. Il n'avait aucun fondement légal pour retenir Marcus plus longtemps. L'homme n'avait commis aucun crime, ne représentait aucune menace et avait été entièrement coopératif. Mais l'admettre reviendrait à reconnaître qu'il avait braqué son arme sur un homme, aveugle, innocent, qui allait juste chercher un café. « Je vais vous laisser partir avec un avertissement, » dit Collins, comme s'il lui faisait une faveur. « Un avertissement pourquoi ?» demanda Marcus. Collins marqua une pause. De quoi pouvait-il avertir un homme aveugle? De marcher en étant français noir? D'utiliser une canne blanche? D'être poli avec la police? Faites simplement un peu plus attention à la manière dont vous portez ce bâton, dit Collins faiblement. Marcus resta un instant immobile, absorbant ce qui venait de se produire. Puis il dit quelque chose qui résumait parfaitement l'absurdité de la situation. « Officier, je ferai attention à la manière dont je porte l'aide à la mobilité dont j'ai besoin pour me déplacer en sécurité en tant que personne aveugle. Y a-t-il une façon particulière dont vous recommandez que je tienne ma canne blanche pour être moins menaçant aux yeux des forces de l'ordre ?» Le sarcasme était doux, mais impossible à manquer. Collins n'eut aucune réponse. Marcus replia sa canne, la redéplia pour vérifier qu'elle fonctionnait bien, puis reprit la direction du café. Les témoins s'écartèrent pour le laisser passer, beaucoup secouant la tête avec incrédulité. Toute la confrontation avait duré 8 minutes et 27 secondes. 8 minutes et 27 secondes, qui seraient bientôt rejouées des millions de fois sur les réseaux sociaux, analysées par des experts juridiques et utilisées comme exemple pédagogique des biais implicites dans l'application de la loi. Collins retourna à sa voiture de patrouille et repartit. Il n'avait aucune idée que sa carrière était sur le point de se terminer. Marcus arriva chez Copper Star Coffee à 14h38, avec 8 minutes de retard sur son heure habituelle. Le personnel remarqua tout de suite sa détresse. « Marcus, est-ce que ça va ?» demanda Jennifer, la barista qui le servait depuis 3 ans. « Je viens d'avoir une altercation avec un policier qui a cru que ma canne blanche était une arme. » J'y répondit Marcus. Jennifer avait l'air perdue. « Ta canne blanche? Celle avec le ruban rouge? Celle que tu utilises tous les jours? »« Oui, celle-là. » La nouvelle se répandit rapidement dans le café. D'autres clients entendirent sur la conversation. Plusieurs témoins de la scène entrèrent et confirmèrent le récit de Marcus. Au moment où Marcus rentra chez lui, des vidéos de la scène étaient déjà en ligne. La chaîne locale avait repris l'histoire. Des organisations de défense des droits civiques étaient contactées. Marcus passa la soirée à répondre à des appels de journalistes, d'associations de défense des personnes handicapées et d'avocats en droit civique. Il n'avait pas cherché l'attention, mais l'histoire était trop absurde pour être ignorée. Dès le lendemain matin, le bureau d'information publique du Phoenix Police Department fut submergé d'appels. Plusieurs médias demandèrent les images de la caméra piéton. La chef Patricia Rodriguez regarda la vidéo dans son bureau, entourée de son état-major. La pièce resta silencieuse, à l'exception de la voix de Collins, refusant d'accepter que Marcus était aveugle et utilisait une aide à la mobilité. Quand la vidéo se termina, la chef Rodriguez se tourna vers son chef adjoint. «
Comment avons-nous pu recruter quelqu'un d'aussi incompétent? Les affaires internes ouvrirent immédiatement une enquête. Collins fut placé en congé administratif pendant l'examen de l'incident. L'enquête fut directe. Les images de la caméra piéton montraient tout. Hugh Collins avait braqué son arme sur un homme innocent en l'absence de tout soupçon raisonnable d'activité criminelle. Il avait refusé de reconnaître des signes évidents de déficience visuelle. Il avait ignoré les témoins, essayant de lui faire comprendre son erreur. Plus grave encore, il avait interprété la coopération et le calme de Marcus comme quelque chose de suspect au lieu d'y voir un élément rassurant. La communauté de défense des personnes handicapées fut scandalisée. La National Federation of the Blind publia un communiqué qualifiant l'incident de démonstration choquante d'ignorance et de préjugés. L'American Foundation for the Blind proposa de fournir gratuitement une formation au Phoenix Police Department. Des militants locaux organisèrent des manifestations devant le siège de la police. Ils brandirent des cannes blanches et portèrent des bandeaux sur les yeux pour montrer à quel point le handicap visuel de Marcus aurait dû être évident. L'enquête dura 6 semaines, ce qui fut considéré comme rapide pour des affaires internes. La conclusion était inévitable. Collins avait démontré des biais, un mauvais jugement et une incompréhension fondamentale des aides de base destinées aux personnes handicapées. Collins fut licencié du Phoenix Police Department. La lettre de licenciement évoquait une conduite indigne d'un officier, l'incapacité à évaluer correctement une interaction avec un civil et des pratiques discriminatoires d'application de la loi. Collins tenta de faire appel, mais son représentant syndical lui conseilla d'accepter la décision. Les images de la caméra piéton rendaient toute défense intenable. Marcus déposa alors une action fédérale en droit civique contre Collins et le Phoenix Police Department. La plainte alléguait des violations de l'Americans with Disabilities Act, une discrimination fondée sur le handicap et la race, ainsi que des violations de droits civiques. L'équipe juridique de la ville examina les images et le rapport d'enquête. Sa recommandation fut claire: règlement immédiat. Si l'affaire allait jusqu'au procès, le verdict du jury serait probablement considérable. Le règlement fut finalisé 4 mois après l'incident. Marcus reçut 180 000 $ versés par l'assurance de la ville. Le Phoenix Police Department accepta de mettre en place une formation approfondie sur le handicap pour tous les agents. Le programme fut élaboré en consultation avec des groupes de défense des personnes handicapées. Il comprenait des modules sur la reconnaissance des aides à la mobilité, la compréhension des différents types de handicap et les techniques de désescalade lors des interactions avec des personnes handicapées. Collins ne retravailla plus jamais dans les forces de l'ordre. Aucun service de police ne voulait embaucher un officier renvoyé pour avoir discriminé une personne handicapée. Il finit par trouver un emploi dans la sécurité privée, en gagnant beaucoup moins que lorsqu'il était policier. Les images de la caméra piéton devinrent virales, dépassant les 15 millions de vues sur plusieurs plateformes. Elles furent aussi montrées dans des reportages, des documentaires et des études universitaires sur les biais implicites dans les pratiques policières. Les académies de police commencèrent à les utiliser comme exemple de la manière dont les préjugés inconscients peuvent conduire à des erreurs de jugement catastrophiques. La vidéo montrait clairement comment les suppositions de Collins sur la race et la criminalité l'avaient empêché de voir une réalité pourtant évidente. Marcus reprit sa routine et continua à marcher jusqu'à Copper Star Coffee chaque jeudi. Le personnel l'accueillait toujours chaleureusement, et d'autres clients qui le reconnaissaient lui exprimaient souvent leur soutien et leur admiration pour la manière dont il avait géré cette confrontation. Marcus devint aussi une voix active en faveur des droits des personnes handicapées et de la réforme policière. Il donna des conférences devant des forces de l'ordre pour expliquer comment mieux servir les membres handicapés de la communauté. Dans les interviews, Marcus soulignait souvent que son cas n'avait rien d'unique. Les personnes handicapées, surtout les personnes handicapées françaises noires, subissent régulièrement discrimination et incompréhension de la part des forces de l'ordre.
son incident n'avait attiré autant d'attention que parce qu'il était si manifestement absurde et parce qu'il avait été enregistré. 3 ans plus tard, la canne blanche que Collins avait prise pour une arme repose toujours dans l'appartement de Marcus. C'est la même canne qu'il utilise tous les jours pour se déplacer dans Phoenix de manière sûre et indépendante. Le Phoenix Police Department montre encore les images de la caméra piéton aux nouvelles recrues. Elles font partie d'un module de formation intitulé « Reconnaître nos biais » que chaque officier doit suivre chaque année. La chef Rodriguez, restée à son poste, cite souvent l'affaire Marcus Thompson lorsqu'elle parle de réforme de la police. Elle la décrit comme un exemple parfait de la manière dont les biais implicites peuvent pousser des officiers à voir une menace, là où il n'y en a aucune. L'affaire a aussi entraîné des changements au-delà de Phoenix. Des services de police dans tout le pays ont commencé à revoir leur programme de formation afin d'y inclure une sensibilisation au handicap. L'incident Marcus Thompson est devenu une sorte de raccourci verbal pour désigner le type d'intervention policière qui ne devrait jamais arriver. Voici ce qui rend cette histoire si importante. Il ne s'agissait pas d'une question juridique complexe, ni d'une situation ambiguë. Il s'agissait d'un policier incapable de reconnaître une aide à la mobilité standard utilisée par des millions d'Américains handicapés. Collins a vu un homme français noir avec une canne et a immédiatement supposé la criminalité. Son biais était si fort qu'il a ignoré des preuves évidentes, l'aide des témoins et le simple bon sens. Le calme et le professionnalisme de Marcus pendant cette rencontre ont montré à quel point les personnes handicapées, en particulier les personnes handicapées françaises noires, sont souvent obligées de traverser la discrimination avec patience et grâce. Marcus ne pouvait pas se permettre d'être en colère ou conflictuel, même face à une injustice évidente. Les témoins qui sont intervenus ont montré l'importance pour les membres d'une communauté de parler lorsqu'ils assistent à un traitement injuste. Leur volonté de contredire un policier a aidé à documenter l'absurdité de la situation. Si cette histoire vous a ouvert les yeux, assurez-vous d'être abonné pour d'autres contenus sur la responsabilité policière et les droits civiques. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la façon dont Marcus a géré cette situation impossible. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une mauvaise rencontre avec la police. C'est une histoire sur l'intersection du racisme et du validisme, sur la manière dont les biais peuvent littéralement aveugler les gens à la réalité, et sur l'importance de la formation, de la responsabilité et de la réforme dans l'application de la loi. Marcus Thompson essayait simplement d'aller prendre un café. À la place, il est devenu le centre d'une conversation nationale sur la manière dont nous traitons les Américains handicapés et sur la façon dont les biais implicites façonnent les interactions policières. La canne blanche que l'agent Collins a prise pour une arme continue d'aider Marcus à se déplacer chaque jour en sécurité à Phoenix. C'est un symbole d'indépendance, de mobilité et du droit des personnes handicapées à circuler dans le monde sans peur ni harcèlement. Et grâce au courage de Marcus, qui a parlé publiquement, et aux preuves claires captées par la caméra piéton, elle est aussi devenue un symbole du chemin qu'il nous reste à parcourir pour construire une société juste et équitable pour tous. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Le combat pour les droits des personnes handicapées et la responsabilité policière continue.